Bonjour à tous et bienvenue dans le talk de Cassandre. Aujourd'hui, dans le talk, nous recevons non pas une, mais deux personnes et c'est une grande première pour le talk. Ces deux femmes que nous allons recevoir aujourd'hui et ces deux femmes, je les apprécie particulièrement puisque ce sont mes colocs ici au local. Nous recevons donc aujourd'hui Justine Bassery, photographe mariage, ainsi que Alicia Sanfilippo, photographe et vidéaste mariage. Notre univers, nous le partageons toutes les trois, alors on trouvait ça intéressant de vous faire vivre un moment ici au local en toute simplicité. Alors allons-y tout de suite. Bonjour Justine. Salut Cassandre. Bonjour Alicia. Salut. Je suis ravie de vous accueillir ici, j'allais dire, mais bon, peut-être pas puisque vous connaissez un petit peu le lieu. Très bien. Mais en tout cas, je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau talk de Cassandre. Justine, tu es photographe. Oui. Alicia, tu es photographe et vidéaste. Pour la petite anecdote, c'est que vous vous êtes rencontrés lors d'un mariage où toi, Exactement. Justine, tu étais donc photographe et toi, Alicia, en vidéaste. On va y arriver. Voilà. Donc vous avez chacune votre propre activité, mais c'est vrai qu'il vous arrive quand même de travailler de temps en temps sur des projets communs. Et donc, voilà, je pense qu'on a plein de choses à se dire. Le sujet est très large. Photographe et vidéaste, amateur et professionnel. Voilà, je pense qu'on va lancer le sujet. Exactement, on va lancer le sujet dès maintenant pour ne pas perdre plus de temps. Alors, on va commencer déjà par une présentation. Justine, qui es-tu? Eh bien, je suis Justine Bassery, j'ai 36 ans. Je suis passionnée par tout ce qui touche un peu au design, à la déco, voilà, à l'image, d'où probablement la photographie aujourd'hui. J'habite en métropole lilloise et je pratique l'escalade, c'est mon sport que j'aime beaucoup. J'ai un petit garçon de 8 ans également et voilà, j'ai fait le tour. À toi, Alicia? Moi, c'est Alicia Sanfilippo, j'ai 24 ans et je suis vidéaste et photographe plutôt dans le mariage, mais aussi pour tout ce qui est famille, donc couple, grossesse, nouveau-né, et pour les entreprises et marques. Donc maintenant, j'ai un studio à Roubaix que je partage avec 3 autres filles et voilà. Ok, et depuis combien de temps exerces-tu ton métier? Alors moi, ça va faire 3 ans le 1er janvier 2024, là du coup, dans un petit peu plus d'1 mois. Au début, le but, c'était d'être journaliste, reporter d'images. Ça a toujours été mon rêve depuis toute petite, donc j'ai fait des études de communication pour commencer. Et c'est pendant ces études que j'ai pris goût et ça m'a pris de passion l'audiovisuel. Et du coup, j'ai fait après une formation pour être journaliste reporter d'images, donc ceux qui font les reportages à la télé. Et en fait, pendant cette année d'études qui me permettait en gros de passer à la vie active juste après, c'est passé le Covid. Donc petit truc qui a bouleversé pas mal de vies, dont la mienne, parce que grosse remise en question. Et aussi parce que je n'étais pas sûre d'avoir mon diplôme, parce que qui dit Covid dit que tous mes stages ont été annulés. Sauf que c'était grâce aux stages que j'allais avoir de l'expérience et avoir un métier après. Du coup, c'était un peu une période un peu bizarre pour moi, avec une grosse remise en question. Et c'est ma maman qui m'a dit « Pourquoi tu ne te lances pas à ton compte à faire des vidéos de mariage, etc. » Sur le coup, j'ai un peu rigolé parce que pour moi, le mariage à l'époque, c'était vraiment quelque chose d'hyper traditionnel et pas trop rigolo à filmer et à vivre en tant que prestataire. Du coup, je me suis dit, ok, l'idée de me lancer à mon compte me plaît, mais plutôt dans l'univers de l'entreprise, du corporate, parce que je trouvais que ça collait plus avec les études que j'avais faites. Et du coup, je me sentais plus légitime. Donc voilà, j'ai commencé comme ça avec des vidéos d'entreprise et quelques mois après, du coup 8 mois après, j'ai eu mes premiers mariages en tant que vidéaste et je suis tombée vraiment de passion avec l'univers du mariage et le fait de filmer des mariages. Parce que déjà, j'adore la proximité qu'on peut avoir avec les mariés, enfin les futurs mariés et les mariés le jour J. C'est vraiment un climat de confiance et un feeling et une relation d'amitié finalement qui se crée au fil des préparatifs et le jour J. Et voilà, le fait que ce soit une journée vraiment pleine d'émotions différentes et c'est trop chouette à filmer. Trop bien. Donc voilà. Justine? Bien, moi, ça fait 4 ans maintenant que je suis photographe professionnelle. J'ai fait des études dans le social initialement. Alors j'ai fait 2 ans de DUT carrière sociale suivi d'une licence médiation sociale. Et ensuite j'ai aussi fait un DUT dans l'infographie mais que je n'ai pas terminé. D'accord. Et je suis partie vivre 1 an en Angleterre parce que j'étais un petit peu perdue. Suite à quoi j'ai du coup trouvé un poste en tant que responsable d'un service jeunesse dans une mairie que j'ai exercé pendant 10 ans. Et je suis partie parce que je n'aimais plus du tout mon métier.
je m'ennuyais et qui plus est, je trouve qu'il se dégradait de par les baisses de budget, voilà, tout cet aspect politique qui tournait autour de mon poste, qui me pesait beaucoup et qui n'était pas vraiment fait pour moi. J'ai toujours voulu travailler dans le monde de l'art, mais je ne me sentais pas du tout légitime. J'avais fait des petites tentatives pour quelques écoles, en l'occurrence les Beaux-Arts, où j'avais été avec mes dessins et tout. C'est un échec complet. J'étais beaucoup trop jeune et puis probablement pas assez douée, il faut se l'avouer. Et du coup, je m'étais mis en tête que c'était pas possible, que ce ne sera pas moi et que c'était pas mon domaine et que c'était bien pour les autres, mais pas moi. Et puis finalement, un jour, ces pensées un peu limitantes se sont envolées et je me suis dit et pourquoi pas moi finalement? Et c'est surtout l'envie de partir de mon ancien poste qui m'a motivée en fait à retrouver ces premiers amours en fait. Et donc pendant 2 ans, je me suis formée en ligne, un peu en cachette, donc personne ne le savait. Et petit à petit, j'ai aussi commencé à prendre en photo mon entourage, donc les enfants de mon entourage, voilà, les neveux, les nièces, etc. Et j'ai senti qu'il y avait quand même quelque chose qui prenait. Donc c'était essentiellement de la famille, naissance, maternité que je prenais en photo au début. J'avais créé un petit décor chez mes parents et puis là le Covid arrive. Donc là cette fameuse période, ouais. Et 2 mois avant, je décide de démissionner. Donc j'avais plus le choix là que de me lancer. Finalement, cette période de Covid a été une aubaine parce que j'ai pu m'entraîner sur plein de thématiques. Donc là, j'avais plus les enfants de mes potes à disposition, donc j'ai pris absolument tout ce que je pouvais ou qui traînait en photo, voilà, en m'exerçant. Et une fois le Covid terminé, je me suis lancée aussi du coup dans le mariage dès qu'on a pu reprendre les mariages. Et voilà, du coup aujourd'hui, je fais du mariage, je dirais que c'est 50% de mon activité. Ensuite, donc, je fais de la photo de famille, donc de la photo de famille, couple, naissance, maternité, etc. Et il y a une petite partie corporate aussi désormais qui est apparue dans la liste, que j'aime beaucoup aussi, mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir sur un autre sujet. Ok, de beaux parcours. Ouais. Du coup, peut-être que tu peux nous expliquer, Justine, comment les futurs mariés vous contactent pour la première fois, comment ils vous découvrent? Oui, alors on en a déjà discuté avec Ali, donc je pense que pour toutes les deux, c'est à peu près la même chose. Ils nous contactent la plupart du temps via Instagram. D'accord. C'est un vrai réseau pour le mariage de communication et du coup de prise de contact. Il est vrai qu'on préfère malgré tout ne pas échanger via Instagram parce que pour moi c'est un premier spot de contact. Mais c'est pas administrativement, c'est pas quelque chose de très pratique Instagram. On n'arrive pas à retrouver les messages facilement, etc. Bref. Donc dans tous les cas, c'est une première prise de contact pour rediriger ensuite via les mails. Et ensuite, il y a une partie qui nous contacte aussi via notre site internet. D'accord. Voilà, ça c'est possible. Et là, il y a une grosse partie aussi de nos clients pour qui on a été recommandés en fait par des proches qu'on a déjà photographiés ou qui ont entendu parler de nous, ou qui admirent notre travail ou quoi que ce soit. Et qui nous contactent par ce biais-là. Je sais que de mon côté, il y a beaucoup de personnes que je suis dans leur... et toi Alice, c'est pareil, on en a déjà parlé, dans leur parcours de vie, parce que soit ça démarre par une séance famille, quelle qu'elle soit, et puis finalement on finit par photographier le mariage en fait de cette famille, ou alors ça démarre par un mariage, et puis finalement ensuite, il y a le bébé qui arrive, et du coup ça continue, et ça c'est juste extraordinaire. Voilà, comment on contacte les grande mariés. Part de bouche à oreille aussi, du coup. Il y a une petite partie quand même, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais en fait, j'ai pas trop l'habitude de faire de la communication parce que je n'ai pas eu besoin jusqu'ici. Mais récemment, et tu en faisais partie, on a participé du coup au salon des Djadja à Roubaix, et je pense que c'est aussi un pôle de contact aussi. Bien sûr. Voilà. Suite à ça, j'ai eu quand même 6 prises de contact et de rendez-vous avec des futurs mariés. Donc oui, c'est aussi une méthode pour avoir des clients. Exactement. Alicia, du coup, est-ce que tu peux m'expliquer comment tu accompagnes tes clients dans les préparatifs de leur mariage? Alors moi, c'est très important de connaître au mieux les mariés avant le jour J pour mener au mieux ma prestation et pour leur créer un résultat qui vont leur plaire. Du coup, tout de suite après la prise de contact par mail, on se fait un visio ou un rendez-vous physique pour se rencontrer en vrai, pour voir si le feeling passe, que ce soit de mon côté ou de leur côté, parce que plus qu'une prestataire,
On va vraiment les suivre pendant une journée hyper importante à leurs yeux, dans des moments précieux et intimes où ils vont pleurer ou pendant les préparatifs où ils seront un peu plus dénudés, etc. Donc voilà, ce rapport de confiance entre nous et les mariés sont hyper importants. Donc j'envoie un questionnaire tout de suite après qu'ils aient booké avec moi pour en savoir le plus possible sur eux. Donc il y a plein de questions sur leur personnalité, leur mariage, comment ils voient leur mariage, les pôles importants de leur journée, comment ils voient leurs vidéos, leurs goûts musicaux, etc. Donc toujours dans ce but d'en savoir le plus possible sur eux et de créer un résultat qui vont leur plaire. Il y a aussi les séances d'engagement qui peuvent être un super moyen de se rencontrer en avance. Je pense que c'est plus pour la photo que les futurs mariés aient l'envie d'avoir des photos, voilà, pour leur faire part, etc. Moi, en vidéo, je la propose aussi, mais c'est vrai qu'elle est moins demandée parce que peut-être plus artistique. Parce que la séance d'engagement en vidéo, comme pour celle en photo, on se voit avant le mariage, donc dans un lieu que les futurs mariés aiment bien. Et en fait, le but, c'est vraiment de voir comment moi je travaille, voilà, de se créer un rapport de proximité ensemble, etc. Et aussi, pour moi, pour la vidéo finale de mariage, ça me permet d'avoir des plans un peu plus hors mariage, un peu plus artistique et naturel, on va dire. Inclure dans ta vidéo finale. Parce que ça me permet de, plus que montrer le mariage, ça me permet de raconter leur histoire et du coup de voir comment ils sont dans la vraie vie. Et ça me permet aussi, par exemple, on peut imaginer pendant la séance d'engagement d'incorporer des audios. Donc je peux leur poser des questions, ils peuvent se dire un discours l'un à l'autre, pourquoi pas leur consentement s'ils veulent, etc. Donc voilà un petit peu. Très bien. Du coup, Justine, t'est-il déjà arrivé de refuser un client ? Oui, ça m'est déjà arrivé de refuser un client. Alors je dirais différemment, je dirais plutôt de réorienter un client. Très bien. Parce que je ne me vois pas dire à un client qu'il n'est pas assez bien pour moi. Enfin voilà, dans la manière de dire les choses, je le dirais différemment. Mais il est évident qu'on n'est pas les photographes de tout le monde. Et ça va dans les deux sens, de toute façon. Auquel cas aussi, je comprendrais tout à fait qu'au-delà après à l'issue d'un rendez-vous, on puisse se dire oulala, Justine, c'est pas du tout la photographe dont on a envie. Et donc, je pense qu'il faut être totalement OK et à l'aise avec ça et être capable aussi de ne pas se voiler la face. Surtout qu'aujourd'hui, j'ai aussi la possibilité de me permettre de choisir aussi mes clients. Je pense qu'au début, on ne va pas se mentir, on a besoin d'argent, on a besoin aussi de contenu, donc on prend tout ce qui vient à nous. Et je pense qu'au fur et à mesure, on sait qui est notre clientèle. Et en tout cas, dans le monde de la photographie, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Ma clientèle, c'est juste une clientèle qui me ressemble. Et que tu attires à toi aussi. Tout à fait, que j'attire. Et donc, je fais des mariages en me disant, c'est à peu près comme ça que je ferai mon mariage. Okay. Je pense que si je me dis je ne comprends pas le projet, je préfère du coup rediriger vers un autre photographe parce que je ne serai pas à l'aise le jour J et si je ne suis pas à l'aise, ça se verra nécessairement dans mes images ou dans mon attitude ou le jour J ou alors tout simplement en post-prod, je vais traîner la patte pour retoucher les photos et j'ai pas du tout envie d'en arriver là. Donc aujourd'hui ça n'arrive plus parce que mon contenu, je pense, témoigne tellement de qui je suis, de ce que j'aime et d'un type de mariage que je photographie, que ça ne m'arrive plus. Mais si toutefois demain ça arrive, je n'aurai aucun problème à du coup réorienter mes clients vers un photographe plus approprié. Très bien. Voilà. Alicia, tu as commencé à aborder le sujet, tu parlais de raconter l'histoire des mariés. Comment fais-tu ? Waouh, la question large. J'avoue qu'au début, mes montages étaient assez classiques parce que voilà, je débutais, je cherchais un petit peu ma patte artistique au niveau vidéo de mariage. Donc c'était plutôt chronologique et assez basique, on va dire, où on voyait vraiment préparatifs, cérémonie, vin d'honneur, soirée. Maintenant, de plus en plus, enfin tout le temps maintenant, je crée plutôt une histoire autour de leur mariage et autour de leur couple, où en gros ça crée un montage assez dynamique et où toutes les émotions de la journée sont mêlées et en fait j'incorpore beaucoup plus les audios des discours qui peut y avoir pendant les mariages, donc que ce soit de la part des mariés ou des invités, etc. Et c'est vraiment les discours qui vont un peu guider ma façon de monter la vidéo finale. Et sachant que chaque mariage est différent, chaque montage va être différent, donc que ce soit au niveau des musiques, au niveau de la dynamique, parce qu'il y a des mariages qui sont un peu plus doux et romantiques que d'autres, par exemple, qui sont plus fun et déjantés, on va dire. Et donc ouais, il y a plusieurs étapes dans le montage
il y a trop de choses à dire en fait autour du montage, mais il y a la recherche des musiques. Après, au tout début, il y a le dérushage. En fait, c'est le fait de, par exemple, à la fin d'un mariage, je vais avoir 3-4 heures de rush. Et sur ces 3-4 heures, je fais une vidéo de 7 minutes. Donc voilà, il y a beaucoup de tri et de savoir quel plan je vais mettre et quel plan je ne vais pas mettre. Au début, pour créer mon montage, je mets les audios que je veux incorporer. Et c'est les audios qui vont vraiment guider le rythme aussi. Le rythme, exactement, avec la musique. Après, si je peux me permettre aussi, Ali, tout à l'heure, tu parlais dans les préparatifs de vraiment bien connaître tes clients, etc. Et du coup, je rebondis parce que pour raconter une histoire, il faut connaître déjà ses clients. Et ça passe aussi par poser des questions parfois ultra intimes. J'y viens même assez très rapidement, moi, dans mes rendez-vous. Parfois même, c'est au premier rendez-vous que je pose des questions du style, ça peut paraître surprenant, mais est-ce que c'est un peu glauque, mais est-ce que quelqu'un va manquer à votre mariage ? Parce qu'il y a tout le temps en fait des personnes qui manquent dans un mariage, il y a des personnes qu'on aurait aimé qu'ils soient là, qui ne sont pas là. Ou est-ce qu'il y a des personnes qui sont un peu plus importantes à vos yeux que vous ? Est-ce que, bref, et au fur et à mesure aussi, quel est votre schéma familial, par qui vous avez été élevé, etc. Parce qu'on se rend compte que le schéma Walt Disney n'existe presque pas. Enfin, en tout cas, moi, j'ai été surprise de ça en rentrant dans le monde du mariage. Je me suis rendu compte à quel point le schéma familial du coup des personnes que je suivais était aux antipodes de ce que j'imaginais. Et forcément que dans la création du coup de nos prises d'images avant même la post-production, quand on va prendre nos photos ou prendre nos vidéos, on se dit « Ah là, il faut que je sois là parce que ça, c'est important pour eux. » Si j'avais envoyé quelqu'un, une personne lambda, faire le reportage qui ne connaît pas mes mariés, ils sont incapables de savoir que cette personne-là, c'est peut-être pas la maman de la mariée, mais en fait, c'est cette dame-là qui a élevé la mariée. Enfin, moi, je donne un exemple un peu au hasard, mais c'est ça qui est vraiment important aussi du coup dans la prise de vue. Et du coup, forcément que dans le montage, et encore plus en vidéo, je pense, forcément que du coup, dans le montage, ça a une importance sur le choix des prises de vue voilà, qu'on va vouloir utiliser pour raconter l'histoire de ce couple-là, en fait. D'accord. Alors, du coup, est-ce que la durée de votre présence lors de l'événement, elle va avoir une importance parce que tu parlais de capter le bon moment. Est-ce que tu couvres la totalité du mariage ? Est-ce que, par exemple, rester jusqu'à 4 heures du matin, c'est pertinent selon toi ? Bien sûr. Alors, j'aime beaucoup ta question. Pour moi, les préparatifs, c'est les préparatifs du coup des mariés, le moment où ils s'habillent, où ils se préparent, c'est vraiment le moment justement le primordial pour raconter une histoire parce qu'en général, c'est le moment où on s'entoure des personnes les plus proches de nous. Et en fait, on l'oublie souvent, mais c'est le seul moment où les mariés en fait ne savent pas ce qui se passe de l'autre côté. Ouais. Donc ça veut dire que quand nous, on leur envoie nos vidéos ou nos photos, ils découvrent. Voire même souvent, ils nous envoient un message, mais trop marrant, en fait, c'était le bordel chez les mecs. Récemment, j'ai eu ça comme message de la mariée et je me dis, c'était génial en fait. Si j'avais pas eu les photos de ça, elle n'aurait jamais su comment ça s'était passé, alors que c'était dans la même maison pour le coup ce commentaire. Elle n'aurait jamais su comment ça s'était passé en bas, par exemple. Bon, voilà. Il y a ce côté-là, qui pour moi, du coup, les préparatifs primordiaux parce qu'il se passe un moment d'émotion incroyable et c'est aussi le seul moment. C'est quand même le petit laps de temps où on n'est pas encore marié. La plupart du temps, sauf s'il y a eu un mariage civil avant, mais voilà, c'est le seul moment qu'on aura dans le reportage photo où on n'est pas encore officiellement marié. Ça, je trouve ça incroyablement puissant. Et après, sur du coup, le reste du mariage, évidemment que c'est légitime que le photographe soit là. Et sur la bascule, est-ce que c'est nécessaire de rester jusqu'à 4 heures du matin ? Moi, j'ai mon avis sur la question. Je le dis à tous mes clients, maintenant, ils le savent. Pour moi, non. À moins qu'il y ait un événement particulier à 4 heures du matin, autre que le gâteau, ou qu'il y ait un gâteau, vraiment, ça vaille trop le coup de rester pour le gâteau. Sinon, je pense que c'est un peu payer un photographe ou un vidéaste pour pas grand-chose, parce qu'entre minuit, allez, on va dire souvent la danse de bal, elle a lieu vers 23h à peu près en moyenne. De 23h à 4 heures du matin, il se passe quand même 5 heures. 5 heures de piste de danse, c'est quand même beaucoup. Ça fait beaucoup d'images, beaucoup de vidéos à traiter qui en plus, on va pas se mentir, vont aller en se dégradant. Des crescendo parce qu'au final, l'alcool aidant de temps en temps, mais c'est aussi que voilà, on a chaud, au bout d'un moment, on a les cheveux qui collent, le maquillage qui coule.
Je ne suis pas certaine que ce soit légitime, quitte à choisir. C'est aussi pour ça que moi, je ne dis pas je suis à des préparatifs à la soirée. Je mets en fait un curseur qui est de 8h ou de 12h. Et en fait, les mariés le bougent comme ils le souhaitent. Mais évidemment, je préfère, et pour eux et pour moi, que le curseur bouge vers les préparatifs jusqu'à la danse de bal. Et pour moi, après, c'est pas très légitime. J'imagine que c'est pareil pour toi, Alicia. Non, justement, c'est un peu différent parce que je pense que contrairement à Justine, moi, pour vraiment raconter une histoire et avoir de la dynamique dans la vidéo, il me faut quand même une partie dansante, un petit peu plus fun, où on voit les gens s'amuser, etc. Parce que ça me permet d'être un crescendo dans la vidéo et d'avoir plusieurs émotions. Du coup, j'ai pas besoin de 4h, 5h de danse non plus, mais au moins 45 minutes, 1 heure, je pense. Et c'est pour ça que souvent, les mariés en amont, quand on se rencontre, je leur dis que c'est mieux d'avoir des moments de danse entre les repas, donc par exemple entre le plat et le dessert, plutôt que d'attendre jusqu'à 23h30 minuit le gâteau pour commencer à danser, ouverture de bal, etc. Donc chacun a sa vision de leur soirée de mariage, etc. Mais c'est vrai que je préfère qu'il y ait des moments un peu plus dansants et festifs pendant le repas qu'attendre tout le repas pour avoir un petit peu de moments comme ça. Ok. Alors maintenant, on va aborder l'après-événement, plus la partie retouche. J'imagine que par ce biais-là aussi, ça vous permet de donner votre style, votre patte. Comment ça se passe, Justine? Ça prend du temps de trouver sa patte. On pense parfois, quand on voit un photographe, qu'il a son univers depuis toujours. C'est faux. Au début, on tâtonne. Au début, on regarde un petit peu ce que font les autres. Au début, on teste des trucs et donc on a une colorimétrie qui, pour ma part en tout cas, a beaucoup évolué en des laps de temps très courts. Alicia pourra en témoigner. Je suis passée dans des tons très jaunes, à un moment donné des tons très foncés, un peu dark et même parfois très désaturés, à aujourd'hui quelque chose de beaucoup plus neutre. Enfin voilà, des tons toujours un peu plus chauds, mais beaucoup plus accessibles et intemporels. C'est ça que je voulais dire. Et aujourd'hui, quand je regarde mes images, je me dis c'est mon univers, c'est moi, j'ai ma patte, je me suis trouvée, etc. Mais ça prend beaucoup de temps. Ça prend du temps et par contre, je trouve qu'une fois qu'on l'a trouvé, on gagne en assurance. Oui. Parce qu'en fait, on est capable de dire aux mariés, c'est ça que vous allez avoir. Et quand on rencontre des futurs mariés, des fois, on les revoit dans 2 ans. Donc, il faut être capable aussi de leur dire, dans 2 ans, c'est ça que vous allez avoir. Et à un moment donné, d'arrêter aussi de toujours tâtonner, changer de style et de statuer sur un univers. Parce que si à un moment donné, ils te contactent et que finalement, dans 2 ans, tu es complètement dans un autre délire, il peut y avoir des changements. Donc, pour ce qui est en tout cas de l'univers et de la colorimétrie, c'est ça mon avis, c'est qu'il faut trouver son univers et qu'au début, forcément, il va y avoir… Moi, ça m'a pris peut-être 2 ans, je pense, avant de me dire… 2-3 ans même, en fait, avant de me dire, ça y est, c'est bon. Ça fait 1 an que je sais que c'est ton style. Que c'est mon style, que c'est moi et que c'est vers ça que je veux aller. D'accord. Voilà. C'est la même chose sur la vidéo, par exemple? Je pense que par la photo, on peut plus faire aller son imagination, je pense, au niveau des couleurs. Ça peut être plus artistique et il y a tellement de façons de retoucher différentes. C'est vrai. La vidéo aussi, mais moi, je trouve que la vidéo, ça doit être plus naturel. Vraiment, voir les images comme on l'a vu de nos propres yeux pendant le mariage. Bon, bien sûr, il y a un travail de retouche couleur, etc. Parce que voilà, on filme d'une façon un peu flat. Bref, c'est des termes techniques, mais voilà, moi, mon but, c'est vraiment d'avoir des couleurs assez naturelles en vidéo. Moi qui est aussi photographe, je dirais que c'est quand même un peu différent de la vidéo. J'essaye d'apporter quand même une touche un peu plus artistique, un peu plus contrastée peut-être tout ça, mais ouais, ça se rejoint un peu. Il faut savoir aussi qu'il y a des effets de mode dans la photo. Aussi. Voilà, il y a eu la mode du moody, donc c'est vraiment un style un peu plus sombre, très contrasté, etc. Il y a eu le style du grain, où on met plein de grains pour donner un effet vintage. Bon, il y a eu plein d'effets comme ça, un effet justement très rétro. Le problème de ces effets-là, c'est que nous, on adore. Enfin, moi, j'ai adoré, j'ai tout essayé, tout exploré. Il y en a qui me plaisent plus que d'autres. Et à un moment donné, je pense que c'est bien aussi de trouver soit tu trouves un juste milieu, ou soit tu te mets à fond dans un truc et tu l'assumes jusqu'au bout. Mais il faut vraiment être sûr que tes clients ils soient OK avec ça, quoi. Parce qu'on parle quand même de… Là, je parle même pas de photos de portrait où là, en gros, tout est permis. Là, on parle d'un mariage. Et donc, ça doit vraiment être intemporel ou, en tout cas, si ça ne l'est pas, que tes mariés ils viennent te chercher pour ce style très particulier, très marqué, quoi. Complètement. Alicia, combien de temps te prend à peu près un montage d'un mariage, d'un film et sous combien de temps à peu près? Alors, je sais que c'est très approximatif, mais vas-tu livrer le résultat final au client?
Alors moi, sur mes contrats, je mets un délai de 2 mois. D'accord. Je pense que je vais augmenter parce que au fur et à mesure, j'ai plus de mariages, je deviens peut-être plus perfectionniste parce que voilà, chaque montage, je les veux différents, etc. Donc je pense que je vais augmenter à 3 mois maintenant les délais. Mais moi, avant la vidéo entière, j'envoie un petit teaser. Donc en gros, c'est une vidéo de moins de 1 minute avec les plus jolis plans et les plans qui racontent le plus de choses de leur mariage. Et je l'envoie souvent 3 semaines, 1 mois après le mariage et ça leur permet voilà, d'être en attente de la vidéo entière, d'être impatient et d'avoir un petit truc quand même à se regarder jusqu'à ce moment-là. Ok. Et pour les photos? Moi, je dirais que je mets 2 fois le temps de présence. C'est-à-dire que si je suis 10 heures présente sur un mariage, je vais mettre à peu près 20 heures pour retoucher le mariage. C'est à peu près ça dans l'idée. Après, je ne vais pas te mentir, il y a des mariages qui me stimulent plus que d'autres, enfin des prestations de manière générale qui me stimulent plus que d'autres. Et parfois, je sens que je suis plus rapide si je suis hyper inspirée. Ça n'a rien à voir avec le couple. C'est parfois la lumière qu'il y avait le jour J ou l'ambiance, le lieu, etc. Je sais que des fois, je vais être plus efficace parce que je vais rentrer en harmonie avec le mariage. Je vais être comme en transe en quelque sorte et du coup, je vais être hyper efficace et hyper rapide. Ok. C'est comme un super pouvoir. Quand ça arrive, tu le sens et tu te dis « Ah là, je vais être super efficace. » Ouais. Allez, je vais poser la question parce que je suis intriguée d'avoir vos réponses. Je vous vois avec vos regards. N'ayez pas peur. La question c'est, allez, on va commencer par Justine. Quelle différence tu fais entre un photographe et un vidéaste? Pour moi, c'est ultra complémentaire. Si demain, je devais faire appel à ce type de prestation, je prendrais les deux sans hésitation. Il y a des choses que je ne peux pas transmettre moi en photo et que c'est frustrant. Ali, elle parlait de la danse un petit peu tout à l'heure. C'est pas du tout la même chose une photo de danse et du coup de la vidéo de danse. On a fait un shooting inspiration, toutes les trois d'ailleurs, sur lequel je voulais traiter par exemple de la danse. Et bien je me rends compte qu'en photo, j'ai pas du tout réussi à retranscrire autant que ce que je l'espérais, qu'on peut retranscrire beaucoup plus facilement en vidéo. Donc pour moi, c'est très complémentaire. Il y a des choses, même un éclat de rire, ça prend du temps un éclat de rire. Il faudrait que je fasse une rafale sur un éclat de rire pour qu'on se rende compte à quel point il y a toute une durée dans l'émotion et que moi je vais retranscrire en une seule photo pour pas bombarder les mariés. Mais voilà, il y a des choses qui sont parfois frustrantes de ne pas avoir en photo et je trouve qu'ils sont ultra complémentaires en vidéo. Et à la fois sur le support, je trouve qu'une photo, ça peut s'imprimer et donc s'accrocher et on peut la regarder tout le temps, même rien qu'en passant. Chose qu'avec une vidéo, il faut se poser, il faut regarder au moins sur un ordi ou sur un téléphone. Donc dans l'accessibilité du support, je trouve que c'est pas la même chose. C'est pour ça que c'est vraiment ultra complémentaire pour moi. Carrément. Moi, je vais être la première à défendre la vidéo. Parce que j'ai commencé mon activité avec de la vidéo. C'est vrai que maintenant, j'ai cette casquette de photographe, donc ça m'a permis un petit peu de comparer les deux. Mais j'ai toujours, instinctivement, j'ai plus filmé que photographié, même avant de faire des mariages et avant d'avoir monté mon entreprise. En fait, j'ai commencé la vidéo quand j'ai commencé à voyager seule. J'ai fait quelques voyages solo et je me suis dit, il faut absolument que j'ai un souvenir à montrer à mes proches, à ma famille, etc. Et du coup, j'ai acheté ma première petite caméra compacte de voyage. Et donc instinctivement, je sais pas, ça m'a plus parlé de filmer que de photographier, même si je faisais un petit peu de photos à côté. Et en fait, quand je regarde ces vidéos des mois, voire des années après maintenant, de s'entendre parler, de se voir bouger et d'entendre un petit peu l'environnement où on était, ça apporte vraiment quelque chose, une nostalgie assez positive, tout comme les photos d'ailleurs, mais je trouve que la vidéo, ça raconte vraiment ce qu'on a pu voir et pas pu voir d'ailleurs, et ce qu'on a pu entendre, tout ce qui s'est passé, que ce soit à l'écoute ou visuellement. La photo, ce qui est trop cool, c'est que, comme tu disais, l'aspect matériel, c'est vrai qu'il y a plein de gens je pense qu'il y a 70% des mariages quand même où il n'y a que la photographe. Parce que déjà, c'est un budget d'avoir les deux. Et parce que je pense qu'il y a ce truc d'héritage, peut-être des photos qui peuvent se transmettre facilement aux grands-parents, tout ça. Alors que la vidéo, déjà, c'est un truc beaucoup plus récent, la vidéo. Je pense que la vidéo de mariage, ça a 15 ans maximum, 10 ans où ça a fait un gros boom. Ouais. Contrairement à la photo où ça fait des années. Des centaines d'années, peut-être maman. Et rien que les discours aussi. Moi, je vais prendre en photo un discours, ça n'a pas d'âme. T'écoutes un discours, nous, des fois, ça nous arrive derrière notre boîtier de pleurer tellement il y a un discours qui nous prend. On est là, on se tape la honte des fois parce que des fois, nous, on pleure et pas les invités. Donc, tu te dis, merde, je suis juste une prestataire et je pleure, quoi. Enfin, bref. Mais tout ça pour dire que parfois, un discours peut nous émouvoir, même nous, en tant que prestataires.
Et qu'en photo, tu vas pas du tout ressentir ça parce que c'est les mots qui t'ont touché, c'est pas la personne à ce moment-là dans son attitude, c'est ses mots. Et ça, il n'y a qu'en vidéo que tu peux l'avoir. Donc je prêche pas pour ma paroisse en disant ça. J'avoue. Mais pour moi, c'est complémentaire en fait. J'adore travailler avec un ou une vidéaste. Et ça me permet de dire aussi, depuis que j'ai cette casquette de photographe, il y a beaucoup de gens qui me contactent pour que je fasse les deux à un mariage. Alors je sais qu'il y a quelques personnes qui vont dire oui, mais je ne sais pas du tout comment ils vont faire. Et j'arrive pas, enfin pour moi ça paraît tellement logique que je ne peux pas faire les deux en même temps. Du coup à chaque fois ça me choque, ça m'étonne ce genre de message. Mais non, je ne suis qu'une seule personne avec deux mains, donc à moins que j'ai deux boîtiers comme ça, enfin c'est un métier à part entière. C'est deux métiers différents. C'est pas les mêmes réglages, c'est pas la même attention. La vidéo c'est que à l'horizontale, alors que la photo il y a certains portraits à la verticale qui sont plus pertinents. Ouais. Je travaille qu'avec une seule focale fixe, alors que la photo on peut plus s'amuser avec des zooms pendant les cérémonies, etc. Peut-être. Donc ça n'a rien à voir. Puis même le temps de travail, etc. Il est différent. Ce serait très compliqué de faire les deux en même temps, quoi. Enfin, je ne sais pas comment certaines personnes le font, mais... Il y a des vidéastes qui font des captures d'écran voilà. de leurs vidéos, en fait. Ok, bon. La qualité n'est pas la même à mes yeux, en tout cas, moi, je le vois, mais il y en a qui voient que du feu. Tu m'as donné le petit coup de pouce pour la question suivante. Quel conseil vous donneriez aux futurs couples pour faire la différence entre un professionnel et un amateur ? Justine, je te sens partir là sur la question. Oui, il y a beaucoup à dire. Je pense qu'on en aura besoin toutes les deux pour compléter la réponse. Mais on va souvent me demander, mais pourquoi toi, tu es plus cher que d'autres, par exemple ? Il y a plein de raisons. Il y a déjà une histoire aussi il y a une histoire d'expérience et de formation, où là-dessus, tout le monde sera d'accord à ce sujet, mais pas que. Il y a aussi une histoire d'estime de soi et du jugement de son propre travail. C'est à un moment donné, j'en suis où et mon travail, à mon sens, il vaut combien ? Donc ça, c'est aussi un vaste débat. Après, il y a aussi combien, même si je pense que ce n'est pas l'argument qui vaut le plus, mais ça rentre en jeu pour beaucoup, combien moi j'ai besoin aussi pour vivre dans ma vie de tous les jours. C'est quoi mes contraintes à moi, qui ne sont pas du tout les mêmes d'une personne à une autre ? Quelles sont mes charges, etc. Et alors, ce qui va du coup différencier aussi un pro d'un amateur, aucun jugement pour le mot amateur, entendons-nous bien, ça veut juste dire qui démarre et qui du coup pour le moment est à un petit budget. Pas de jugement dans le rendu des photos finales. Bien sûr. On a tous démarré en étant amateur, entendons-nous bien. Je pense aussi que du coup, en parlant de charges, plus on avance dans le temps et plus on se professionnalise et plus on a de charges. On va payer pour de la formation, on va payer pour des assurances et ça c'est un sacré budget. On paye pour du stockage et plus on avance dans le temps et plus on doit stocker aussi toutes les photos du coup retouchées ou pas. On doit payer pour du matériel. On paye par exemple nous ici maintenant pour un local. C'est quand même beaucoup plus pro d'accueillir nos clients dans un local que parfois dans un bar ou chez eux ou chez nous. Enfin voilà, il y a peut-être que j'oublie encore dans le coup, mais il y a beaucoup à dire. Et il y a donc l'hébergement des photos aussi, quand on livre une galerie à nos clients. Oui. Et plus on a de galeries et plus on paye du coup à l'hébergeur des galeries clients. On paye pour un site internet, voilà, on paye. Et les charges sont beaucoup plus élevées au fur et à mesure, donc c'est évident. Et un petit truc que tu as oublié aussi, et je sais que c'est un sujet, c'est le sang filigrane qui est mis sur les photos aussi. Ça m'agace d'ailleurs ce sujet, mais je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà vécu aussi en tant qu'invité à un mariage. Tu peux être invité et après recevoir du coup le lien de la galerie. Et là, à ta grande surprise, en tant qu'invité, tu ne peux pas, soit tu ne peux pas télécharger la photo, soit tu peux, mais c'est payant. En général, c'est 5 € la photo, le fichier numérique. Ou alors, tu peux être téléchargé, mais il va avoir un filigrane du coup avec le nom du prestataire, du photographe, etc. Et ça, je trouve ça limite en fait. Je préfère encore me dire que je m'adresse à une clientèle qui va mettre un plus gros budget dans la photographie, mais derrière, je lui fournis un package de qualité où à travers ça, elle offre aussi à tous ses invités, enfin le couple de mariés offre aussi à tous ses invités la possibilité de télécharger une photo en haute définition, quoi. Je pense que c'est quand même, en tout cas pour moi, la moindre des choses. Je ne me vois pas faire une offre basse qualité, en fait. Ça marche. Voilà.
Tu as d'autres choses à ajouter ou... Bah moi, de base, dans ma tête, le mot amateur, c'était vraiment quelqu'un qui faisait ça à côté de son métier. Donc pas forcément... Ça peut être ça, Ok. ouais, tout à fait. Donc dans ma tête, c'était quelqu'un qui faisait ça à côté de son métier et qui du coup n'est pas à 100% sur son activité. Oui. Et je pense que c'est aussi quelque chose dont on peut parler parce que nous, bah, du coup, on est à 100% sur nos activités. Ouais. Donc 100% avec nos couples de mariés et les délais vont être respectés. Les mariés sont protégés avec un contrat qui explique exactement ce qu'on va livrer, quand, qu'est-ce qu'il se passe si on n'est pas présent, enfin si on ne peut pas être présent le jour J pour X et Y raison, dans quelles circonstances ils peuvent être remboursés pour X ou Y raison. Enfin, voilà, il y a plein de choses dans le contrat hyper importantes et parce que ça les protège autant que nous un petit peu. Et je pense que l'expertise aussi, le réseau aussi qu'on a créé en fait au fur et à mesure, comme tu le disais, si on est malade, qu'est-ce qui se passe? En fait, si on est malade, nous on a un réseau en fait de photographes qui va pouvoir assurer le coup si on n'est pas là ou si on a un pépin ou quoi qu'est-ce. Donc il y a quand même ce réseau, on est des sources de recommandations aussi pour d'autres prestataires et on ne se prend pas de com là-dessus, on ne fait pas payer tout ça, on donne aussi généreusement à nos... Enfin, c'est pas que c'est généreusement, mais en fait ça fait partie aussi du package du suivi des préparatifs. Comme elle le disait Ali tout à l'heure dans la question sur les préparatifs, c'est nous on accompagne aussi, on aide à trouver des prestataires. Et l'avantage aussi pour nous, c'est que le jour du mariage, si on est avec des prestataires qu'on connaît, on va pouvoir aussi pallier beaucoup plus facilement aux imprévus. Alors, un imprévu classique que je peux te citer, c'est qu'on voit sur tous les mariages, c'est le retard dans le programme initial, qui peut avoir une incidence pour nous, par exemple, si on doit photographier les mariés et qu'on a décidé de faire ça au coucher de soleil, enfin bref, ou à la golden hour, etc. Et qu'en fait, on arrive à l'horaire et que finalement on nous dit non, il faut qu'ils aillent manger, on la fera après, non, on ne peut pas après, il fait noir en fait. Voilà, donc il y a des trucs comme ça qui fait que notre capacité aussi d'adaptabilité, notre capacité d'adaptabilité avec le temps, elle se peaufine, elle s'améliore et ça forcément fait qu'on est beaucoup plus professionnel, qu'on va être beaucoup plus zen face à l'imprévu parce qu'en fait on a l'habitude, c'est comme ça à chaque mariage ou même si ça ne l'est pas, c'est un nouveau imprévu. Notre professionnalisme fait qu'avec l'expérience et du coup le fait qu'on connaisse un peu les prestataires, les lieux, probablement que c'est peut-être pas la première fois qu'on vient là, donc on sait où se trouve, je sais pas, le disjoncteur ou n'importe quoi, fait qu'on sera beaucoup plus réactif, zen, et voire même dans l'idéal, et c'est le cas la plupart du temps, les mariés ne sauront jamais qu'il y a eu un imprévu sur leur mariage, quoi. Très bien. Alors, de plus en plus de couples que j'accompagne me demandent, pendant notamment la partie cérémonie, d'interdire aux invités les téléphones. Moi, je voulais avoir un petit peu votre avis sur le sujet. Allez, qui veut se lancer ? Allez, Alicia, vas-y. Moi, au tout début, quand je me suis lancée, ça m'énervait très très fort de voir des gens avec des téléphones, surtout dans l'allée de l'église ou de la cérémonie laïque, par exemple. Au fur et à mesure, on s'est rendu compte, je pense que de toute façon, on ne peut rien y faire. On ne peut pas lutter comme ça. Je sais que c'est quand même plus présent à l'église qu'à la cérémonie laïque, je pense, parce qu'à la cérémonie laïque, il y a peut-être l'officiant qui peut le dire en amont de ne pas utiliser le téléphone, etc. Mais après, ceux qui abusent, je pense qu'on essaye de les recadrer un petit peu, mais c'est compliqué en fait, parce qu'il y a quand même ce rapport de prestataires, ils sont invités. Après, si je vois que quelqu'un, ça m'est arrivé peut-être une ou deux fois, mais si quelqu'un me gêne devant moi à un moment important, je vais le décaler, quoi. Bien sûr. Peut-être des fois pas très gentiment sur le coup, mais voilà, s'il m'empêche de faire mon travail et de mener à bien ce que les mariés ont payé et veulent à la fin. En vrai, ça rejoint un petit peu la question d'avant sur le professionnalisme, parce que c'est une vraie question, c'est ok, mais mes clients, en fait, ils m'ont payé une prestation de qualité. Est-ce que moi, mon devoir, c'est de leur fournir une photographie où il n'y a pas de bras avec une photo, ou est-ce qu'au final, non, c'est pas de ma faute parce qu'à un moment donné, il y en avait 10, des bras tendus avec la photo dans l'allée et que l'allée, elle fait 1 mètre, en l'occurrence dans une église. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ? C'est un vrai sujet et de toute façon, il n'y a pas de réponse toute faite. Il y a qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui pour pas mal le vivre parce que moi, comme Alicia au début, ça m'énervait, ça m'agaçait, enfin voilà. Aujourd'hui, je me dis, je fais le job en l'expliquant à mes clients, en leur disant le plus possible, dites à vos invités de ne pas en fait tendre le bras avec le téléphone, etc. Petite anecdote au passage. C'est jamais les jeunes que je vois avec le téléphone. C'est les tontons. C'est surtout les tatas, en vrai. C'est surtout les tatas. Ok. Non, mais c'est pas pour pointer du doigt, mais sincèrement, c'est pas les jeunes, c'est vraiment l'entourage plutôt proche du coup des mariés qui veulent à tout prix leurs photos à ce moment-là.
Et donc, enfin, moi, je suis vraiment contre pour ce qui est en tout cas de l'entrée dans l'église. En plus, je trouve que c'est un moment tellement solennel que ça gâche une photo. En plus, je trouve qu'un téléphone dans une église, je sais pas, ça dénote vraiment une espèce de nouvelle technologie dans un endroit qui est super authentique où au final, qu'est-ce que vient faire le téléphone dans tout ça? On a juste besoin de s'imprégner du moment, de le vivre. C'est ça. Il y a une vraie question, hein, c'est comme même dans les concerts, etc. Juste à un moment donné, on ne peut pas poser le téléphone et vivre le moment. Enfin, je pense que s'il y a bien un moment à vivre, c'est bien l'entrée de la mariée au bras de son papa dans une église. C'est puissant comme moment. Même moi, derrière mon boîtier, j'essaie de me faire toute petite parce que je me sens intrusive. C'est tellement un moment de prière, de recueillement, voilà, c'est puissant que je pense qu'en tant qu'invitée, je n'aurais pas envie de sortir mon téléphone. Ou plus envie, peut-être qu'en le vivant, on voit ça différemment. Par contre, je trouve que c'est OK, c'est bien par contre d'être à l'aise avec le téléphone sur tout le reste du mariage. Oui, parce qu'il est là et que je comprends qu'on ait envie de repartir avec sa petite photo de la mariée et du marié parce que c'est de l'instantané, on est habitué à ce que tout arrive tout de suite et qu'attendre 2 mois, c'est trop compliqué aujourd'hui. Moi, la première, attention, je ne juge pas. Et du coup, j'ai envie de dire que si jamais tout le monde jouait le jeu pendant ces 5 ou 10 minutes en fait, du mariage, moi après, et Ali pareil, on est carrément OK, c'est bon, sortez-les. Ou alors même, tu vois, on peut avoir notre moment et dire, allez, maintenant c'est à vous, on se retire, faites vos photos, quoi. Mais vraiment, je me dis, c'est quand même dommage, c'est entre 10 et 15 minutes sur un mariage et il n'y a pas moyen de stopper ça, quoi. Bah justement, j'ai fait un mariage où c'était une cérémonie laïque. Et je crois au moment où les mariés sont au bout avec l'officiant a dit allez, pendant 5 minutes, vous prenez tous une photo. Du coup, tout le monde a sorti son téléphone et après, j'étais tranquille. Et c'était une trop bonne idée. Et ben voilà, on retient cette solution pour les prochaines fois. Alors, on peut recadrer une photo, mais elle n'a pas du tout la même âme en fait. Moi, du coup, ça m'est arrivé de devoir recadrer une photo. Tu dis, bon, bah tant pis, je vais couper. Il n'y aura que par exemple la mariée avec son papa. Ouais, sauf qu'en fait, quand tu as grandi la photo, donc bon, dommage, il y a Tata ou Tonton qui est avec son téléphone comme ça. Ouais, mais à côté, il y avait, je sais pas moi, la cousine ou n'importe qui est en train de pleurer ou il se passe un truc super génial. Mais ouais, mais juste en dessous, il y a un téléphone et je peux pas l'enlever, quoi. Donc, je pense qu'il y a des photos qui ont été vraiment gâchées à cause de ça. On continue. À bon entendeur. Le message est passé, je pense. On continue sur le sujet des téléphones. Je ne sais pas du tout si vous avez déjà eu l'occasion d'être avec ce type de prestataire sur un mariage, mais de plus en plus, on entend parler du métier de créateur de contenu de mariage. Ils font des lives. Pardon ? Qui font des lives. Exactement. C'est une personne qui est présente pour faire de la photo, de la vidéo et créer du contenu qui va servir après sur les réseaux sociaux des futurs mariés, enfin des mariés. C'est vraiment là on est plus du côté vraiment influence, réseaux sociaux, etc. Alors, première question, avez-vous déjà été avec une créatrice de contenu sur un mariage? Et que pensez-vous de ce métier? Alors, moi, jamais. Okay. Mais ça m'est déjà arrivé une seule fois, mais pas sur un mariage. Donc, je ne sais pas si j'en parle quand même ou pas. Mais... Donc, toi, en tant qu'invité ou Non, en tant que photographe. Alors, dis-nous. En tant que photographe, j'ai déjà été à côté du coup d'une personne qui faisait de la création de contenu, mais du coup c'était dans le domaine du pro. D'accord. Et donc c'était la nana qui gérait la com. Et c'était à l'occasion d'une compétition d'escalade. Et donc elle faisait un live de la compète et tout le monde pouvait interagir en même temps qu'il y ait des compétiteurs. J'imagine que du coup c'est un peu la même chose sur un mariage. Tout à fait. Sauf que là on est sur un événement, j'imagine, public dans le cadre d'un événement, d'une compétition. Là on est dans le cadre du mariage encore une fois, donc c'est encore différent. Non, ça m'est jamais arrivé. En tout cas là en l'occurrence, juste petit aparté, ça m'avait pas du tout gênée parce que c'était au même titre qu'en fait un vidéaste, quoi. On s'était un peu checké avant pour pas aller dans le champ l'un de l'autre. Voilà. Quand bien même ça pouvait arriver, c'était pas trop gênant. Mais non, jamais sur un mariage. Et toi? Non plus. En fait, je savais pas ce que c'était avant que tu l'écrives. Tu vois. Du coup, j'ai regardé un peu. Donc, si je comprends bien, c'est les mariés qui embauchent cette personne pour avoir des photos et vidéos tout de suite. Mais du coup, c'est forcément des influenceurs, les mariés. Non. Ah non, pas du tout. Pas du tout, ça leur permet d'avoir des posts, des choses tout de suite, là pour le coup, publiées post-mariage en fait. Mais du coup, est-ce que les mariés qui prennent une créatrice de contenu prennent photographe et vidéaste à côté? Souvent. Souvent. Ça peut être génial dans le cas de mariés qui ne peuvent pas avoir toute leur famille le jour J par exemple. Parce qu'il y a des personnes qui sont à l'étranger qui n'ont pas pu se déplacer ou quoi qu'est-ce, qui peuvent du coup vivre en live la cérémonie laïque ou... Alors si, ça m'est arrivé à un mariage par contre, en fait maintenant que tu me dis, je me souviens.
Si, ça m'est arrivé à un mariage où en fait, c'était juste quelqu'un qui voulait filmer du coup c'était pas du live, mais c'était dans le but de filmer du coup la cérémonie laïque sur un trépied avec un téléphone. Et elle l'avait mis juste derrière l'arche où il y avait les mariés. Ok. Donc là, forcément, je lui ai dit que c'était juste pas possible parce que moi, j'allais avoir son trépied sur tous les plans avec son téléphone. Et en fait, peu importe à l'endroit où elle le mettait, je le voyais. Donc, je lui ai dit, vraiment désolée, mais tu peux te mettre dans les invités et filmer un petit peu en secret si tu veux, mais le plan, c'est pas possible que tu l'aies, quoi. D'où l'intérêt d'avoir un vidéaste qui bouge, avec qui on peut se mettre côte à côte pour pas se gêner pour les plans. Mais le pied, c'est pas possible, quoi. Je sais pas si toi, des fois, tu mets un pied avec ton boîtier pour faire du fixe, mais très gênant. Bon, dernière question, parce que je pense je peux encore vous en poser 50, mais il va falloir à un moment donné qu'on s'arrête. J'entends souvent dire oui, mais le poste des photographes et des vidéastes, c'est un poste qui coûte cher, etc. Et je l'entends beaucoup de la part des futurs mariés. Est-ce qu'en 2-3 mots, vous pouvez nous expliquer ce que comprend aussi toute votre prestation? Parce qu'il n'y a pas que les photos, entre guillemets. Bien sûr. Oui, c'est cher, déjà, on ne va pas se mentir. Oui, c'est un budget. Je trouve que déjà en avoir conscience, c'est une chose. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Moi, je suis entre 1 800 et 2 500 €. J'ai conscience que c'est un budget que tout le monde ne peut pas forcément se permettre de mettre. Et donc dedans, effectivement, il ne faut pas qu'il y ait rien dans ce package. Et donc dans ce package, il y a quoi? Il y a les fameuses rencontres dont parlait Ali tout à l'heure. Il y en a au moins 3 et plus si nécessaire. Et dans ces rencontres, on est vraiment présent, on accompagne. Et comme elle le disait aussi Ali, on recommande aussi d'autres personnes. C'est parfois quand même le boulot d'une wedding planner et nous, on le fait un petit peu aussi parfois. Je pense que ça fait partie aussi un peu du package et du budget. Il y a aussi notre implication sur notre temps de présence le jour J. Je pense que c'est évident que, en fait, même quand on mange ou même quand on prend une pause ou même quand on boit un verre d'eau, c'est comme si on était d'astreinte, on peut tout le temps nous contacter, on sera toujours là. Et puis il y a tout le boulot après, ça on en a parlé, du temps de post-traitement. Et ça, c'est valable pour tous les indépendants que je connaisse. Il y a ce côté que personne ne voit, où c'est de la comptabilité, où c'est de la recherche, je parlais tout à l'heure de l'univers. Mais en fait, tout ça, ça s'alimente, ça se développe. C'est qu'à un moment donné, il y a des fois où on se fait des sessions un peu Pinterest. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi qui est à la mode? C'est quoi les tendances? Qu'est-ce qui me plaît? Et pour tout ça, il faut aussi à un moment donné aller chercher des inspirations pour pouvoir vraiment aller au fond de notre art et de ce qu'on a à proposer à nos clients. Et tout ce travail de recherche-là, personne ne le voit. C'est complètement du travail que même nous, parfois, on ne chiffre pas ou on ne s'en rend même pas compte. Il y a du temps de formation parce que, mine de rien, il y a des fois où on achète un nouveau boîtier, il faut savoir l'utiliser. Et donc, il y a des heures et des heures de formation pour savoir l'utiliser. Vraiment, moi, quand j'ai acheté mon nouveau Sony, je me suis tapé une formation de 10 heures. Ils te disent tel bouton, tel menu pour tout faire les réglages parce que c'est hyper complexe. Donc voilà, il y a tout ça. Il y a aussi de la formation sur la gestion de la lumière. Enfin, en fait, tout au long de notre carrière, on se forme et tout ça, on ne le voit pas non plus. Et puis, il y a toute cette gestion en fait, administrative client. Parce qu'il faut rentrer le fichier client, noter, faire évoluer, dire le premier acompte, il est payé, donc ça, c'est OK. Tac, il y a les déclarations à faire à l'URSSAF qu'il faut payer aussi d'ailleurs après. C'est un autre sujet. Enfin bon, bref, voilà. En fait, je ne saurais même pas le chiffrer tellement. Il y a des choses, comme je te disais, en la formation et le fait de chercher l'inspiration, c'est des choses qui sont inchiffrables en termes de temps, mais qui est énorme. Sans compter les nuits passées des fois à se torturer l'esprit pour certains sujets. Mais le mariage en fait partie. On pense toujours qu'on fait de l'art que quand on fait un shooting inspiration ou un portrait, mais en réalité non. Dans les mariages aussi, on a envie d'apporter une petite touche artistique, un petit truc nouveau, un petit truc qui change de l'ordinaire et tout ça, ça prend du temps. Génial. Voilà. Merci beaucoup les filles pour ce bel échange en tout cas qui a été hyper constructif. Je crois qu'on a levé plein de tabous, on a abordé plein de sujets, donc vraiment merci pour votre temps. J'ai une tradition, c'est que je termine chacun de mes podcasts en posant une dernière question à mes invités.